Pile-Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Baissez un tout petit peu. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, heureux comme un juif en France avec Yann Boissière. Pour la plupart d'entre nous, être juif est un héritage. Pour vous, Yann Boissière, c'est une rencontre, au sens le plus fort du terme. Et votre judaïsme est d'autant plus vibrant, flamboyant, enthousiasmant, que rien ne vous prédisposait à devenir rabbin, ni même à devenir juif. C'est exact ? Oui, merci pour le descriptif, pour la vibrance et la flamboyance, et très certainement de cette manière que je le vis, en tout cas. Il est vrai que le judaïsme était une rencontre dans ma vie, comme on rencontre un être aimé. Enfin, c'était par définition pas du tout prévu. Ma famille n'était pas juive, éloignée en province de toute communauté juive proche. Donc j'ai pas du tout été élevé effectivement dans ce milieu ou même dans cet horizon. Et puis à la suite d'une rencontre, vraiment pour le coup, avec un maître qui enseignait tous les lundis soirs à la synagogue de la Place des Vosges. On est ici dans les années 80. Une rencontre intellectuelle et spirituelle, en me disant c'est donc ça le judaïsme. Et immédiatement je me reconnais totalement, profondément, existentiellement dans ce qui m'est proposé. Et donc après, je trace une trajectoire à l'intérieur de ça. Alors Yann Boissière, vous êtes rabbin au sein du mouvement judaïsme en mouvement. Vous êtes le fondateur et le président de l'association Les Voix de la Paix, qui est un mouvement de dialogue entre les religions, les spiritualités et la République. On va en parler lors de cette émission. Et vous avez publié il y a quelques mois un livre qui est intitulé « Heureux comme un juif en France », donc aux éditions Talendier, où vous faites vous parlez à la fois de votre expérience personnelle et puis vous posez la question de qu'est-ce que c'est que d'être juif en France actuellement. Je veux dire que c'est un livre qui est remarquablement bien écrit, ce qui est très très agréable à lire. Alors, Yann Boissière, heureux comme un juif en France, moi je connais l'expression yiddish, wie Gott in Frankreich, mais d'où ça vient finalement cette expression et qu'est-ce que ça veut dire? Et d'abord, est-ce que c'est vrai qu'on est heureux quand on est un juif en France? Oui, alors il y a un point d'interrogation dans le titre. Je me souviens d'ailleurs d'une petite discussion un peu animée avec mon éditeur qui dit non mais ce serait mieux sans le point d'interrogation. Oui, ils n'aiment pas les points d'interrogation. Oui, ils n'aiment pas trop les points d'interrogation. Et je dis c'est juste, je peux pas sortir et me regarder dans une glace et affronter mes co-religionnaires, mes co-citoyens si je mets pas un point d'interrogation. Enfin, c'était absolument évident que c'était à minima une question. Finalement, et l'affirmation forte et la question finalement rendre compte de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que l'histoire juive en France est longue, tissée avec l'histoire française de très belles pages glorieuses, Rachi, les Tossafistes, etc., de pages beaucoup plus sombres évidemment aussi, mais en tout cas un profond déracinement dans l'histoire de la France, donc une communauté importante, la troisième du monde, avec un narratif qu'il faut défendre. C'est un peu la thèse, parce qu'on a beaucoup entendu, et avec quelques raisons d'ailleurs dans les années 2000, lors de la deuxième intifada, où il y avait un antisémitisme virulent, avec des actes antisémites extrêmement nombreux, une flambée, où beaucoup de juifs se sont dit mais est-ce que j'ai encore un avenir en France? Après tout, cette fameuse autre phrase de la tradition juive, plus de 3 générations en un même endroit, c'est inhabituel, c'est pas normal. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations de ce style-là. Mon analyse qui cherche à être lucide et à ne rien celer des difficultés, de l'antisémitisme et d'un certain climat effectivement difficile, cherche quand même à affirmer la légitimité, bien sûr, la longue durée historique de cette communauté avec, oui, on a quelque chose à faire ici et à continuer.
et en même temps, effectivement, de poser les bonnes questions concernant l'antisémitisme, concernant le lien à Israël, enfin un certain nombre de questions fondamentales de l'existence juive. L'origine de cette phrase, c'est vraiment une phrase yiddish ou est-ce que c'est une phrase en allemand? Alors je pense, oui, c'est vraiment un dicton, je pense, yiddish qui date, je pense, enfin... Parce que dans l'imaginaire des Juifs ashkénazes, le pays de cocagne, c'était plutôt l'Amérique. Oui, c'est vrai. Pour les Juifs de l'Est. Ouais, c'est peut-être plus, que la France. je sais pas. Moi, je la connais plus avant d'être yiddish allemande, mais je sais pas. En fait, elle se perd un peu dans la nuit des temps, mais en tout cas, elle a certainement représenté beaucoup de choses pour les Juifs de l'Est en général, qu'ils soient plus Allemagne de l'Ouest ou plus à l'Est. La fameuse phrase de Lévinas qui dit voilà. Un pays qui réhabilite un petit capitaine juif, c'est un pays où il faut aller, etc. Voilà. Donc, ce phare de la France, en tout cas, a été puissant auprès des communautés juives opprimées, soit économiquement ou soit politiquement à l'est de l'Europe. Ça, c'est sûr que ça a représenté quelque chose. Alors, Yann Boissière, en revenant un petit peu sur le moment fondateur en fait de votre vie, parce qu'il est tout à fait passionnant, vous le racontez dans le livre. C'est votre découverte intellectuelle, spirituelle, votre contact avec le judaïsme. Et ce qui est très étonnant et très surprenant, c'est que vous dites, quand vous avez été mis en contact avec le Geist, l'esprit juif, je me suis tout de suite senti chez moi. Oui. Il y a eu une espèce de relation immédiate, de proximité, voire d'intimité. Oui, ça a été, je dirais, ça a été comme une ouverture de moi-même, comme si j'avais gagné un 4e ou un 5e côté. Je sais pas. Ça n'a pas été de l'ordre. Ça a été de l'ordre à la fois intellectuel et spirituel. Bon, parce que j'ai une certaine façon de vivre. Alors, quand on dit souvent intellectuel, c'est juste l'esprit. Je dois dire que pour moi, l'intellect est quelque chose de beaucoup plus vaste. Il y a cette phrase 2 + 2 = 4, grâce à Dieu. Pour moi, les deux dimensions sont liées. Ce que j'appelle l'intellectuel, c'est le 2 + 2 = 4, mais c'est impossible de le séparer du grâce à Dieu quelque part. Donc cette rencontre m'a extrêmement séduit sur le plan des idées. Donc il y avait ce professeur qui a été mon premier maître finalement, qui est quelqu'un de tout à fait exceptionnel que beaucoup connaissent, Pierre-Henri Salfati, qui fait des documentaires, qui a écrit Force Ouvrage aussi, donc qui enseignait tous les lundis soirs à bâton rompu sur un texte. Je me souviens, c'était le Cantique des Cantiques à l'époque. Bon, c'était largement improvisé. À minima, c'était intéressant et le plus souvent, c'était passionnant, voire transcendant. Et donc ça m'a vraiment impacté dans cette dimension à la fois intellectuelle sur le plan des idées et dans ce je ne sais quoi d'autre qui est justement en plus de l'ordre du Geist, effectivement, comme vous le dites, une façon de se positionner, un humour, une façon de se contredire tout en affirmant quelque chose, enfin quelque chose voilà, qui fait respirer d'une certaine manière. Ça m'a parlé au plus profond de mon être. Enfin, c'était même une surprise parce que ça n'a pas été un choc qui m'aurait déraciné ou je ne sais quoi, c'est simplement le sentiment d'être en pleine harmonie avec ça. Et très très rapidement, en fait, l'idée que c'est pas seulement quelque chose d'intéressant, que je suis en train de prendre une UV de judaïsme ou un cours, etc., mais que c'est de ma vie dont il s'agit et j'ai envie c'est ça, c'est devenu quelque chose d'existentiel. Voilà, j'ai envie de le mettre en pratique tout de suite dans une vie juive. Ce qu'on voit bien dans votre livre, c'est que c'est pas un intérêt intellectuel, ce qui aurait déjà été énorme. Ce qui aurait été déjà. C'est une espèce de rencontre intime avec voilà, quelque chose que vous ne nommez pas, que vous ne décrivez pas. Mais qui est quelque chose qui vous paraît de l'ordre de l'évidence. Voilà, un mode d'être, une pratique, une façon de faire, une façon d'être, et en même temps un contenu évidemment très fort à investiguer, à rechercher. Effectivement, c'était ça. Alors, ce qui est intéressant, je ne le lis pas de manière causale, mais c'est vrai que cette période de vie, à la fois de curiosité et puis de rencontres très fortes, est venue suite à un événement dramatique dans ma vie personnelle, la perte assez brutale de ma mère à la suite d'une très longue maladie. Je ne le lis pas de la manière causale parce que c'est pas, y a pas de lien direct, mais ce que je veux dire par là, c'est que la possibilité d'une telle rencontre totale, sans doute, est favorisée, et pour chacun c'est différent, enfin où ça arrive ou ça n'arrive pas d'ailleurs, mais à la suite d'événements quand même qui sont profondément, enfin qui
vous déracine un petit peu. Je pense que la possibilité de voir une autre modalité de moi-même, de cette rencontre totale, qui n'est pas une rencontre factuelle ou un intérêt ponctuel qui vient s'agiter à un moment, s'ajouter à la vie de quelqu'un, mais quelque chose qui concerne l'intégralité de la personne. Je pense que c'est rendu possible par des moments un petit peu de déracinement ou de tremblement sur ces bases. C'est quelque chose que j'ai pas investigué plus que ça, mais c'est une idée très, très légitime. Mais à quel moment, Yann Boissière, vous dit que vous aimeriez devenir rabbin? Alors ça a été très 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 long. C'était même pas non plus dans l'horizon. Suite à cette rencontre, j'ai donc étudié. J'étais déjà en études. Après, j'ai fait un processus formel de conversion qui se trouve s'être déroulé dans le mouvement juif libéral. Au passage, j'avais une possibilité de le faire dans un milieu ultra-orthodoxe à Budapest avec le grand Rabbi Deutsch, paix à son âme, qui a été un phare de l'orthodoxie, etc. Mais il y avait un petit côté dérogatoire qui me plaisait pas. J'avais l'occasion de le faire à travers un contact et je l'ai pas fait. Donc dérogatoire parce que vous étiez admis, mais voilà, parce que c'était un très bon ami, Yotzke Broch, paix à son âme aussi, qui à l'époque était en poste à Budapest, qui s'occupait de l'ALIA de tous les juifs de l'Est, qui disait voilà, tu viens 15 jours, pour moi t'es cachère, t'es comme mon fils, etc. Tu seras converti par le grand Rabbi Deutsch et tu reviendras en France, en plus tu seras accepté par les instances, par le consistoire, tu n'auras pas de problème, etc. Et j'étais extrêmement sensible à cette démarche, bien sûr, mais je trouvais que c'était dérogatoire. Je voulais faire un processus plus authentique, plus normalisé, j'ai envie de dire, et donc je me suis adressé au mouvement juif libéral, qui rétrospectivement, était le bon endroit où être, parce que ça correspond aussi à mon éthique judée. Je mesurais pas complètement toutes les différences encore à l'époque de sensibilité, mais rétrospectivement, c'était le seul endroit alors justement, où... vous parlez beaucoup dans votre livre de ce mouvement libéral et de l'existence de différents pôles dans le judaïsme et parfois de tensions d'ailleurs entre c'est bien normal parce que ça existe partout, sinon ce entre serait pas drôle. la tradition et les tenants de la tradition et puis les libéraux et les tenants de l'évolution. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce judaïsme libéral auquel vous avez adhéré ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques pertinentes pour aujourd'hui du judaïsme libéral dérivent aussi de la manière dont il est né. Le judaïsme libéral est né à un moment très particulier de l'histoire juive, où après des siècles de ghetto, pour simplifier, dans l'histoire européenne, où le judaïsme a été relativement coupé des sources et de la vie intellectuelle, même s'il y a toujours eu des juifs qui individuellement ont tracé des trajectoires individuelles. Mais donc à la faveur du XVIIIe siècle et d'un certain nombre d'idées universalistes, les nations européennes commencent à se dire que peut-être les Juifs sont des citoyens comme les autres, des hommes, voire même des hommes comme les autres, et qu'il s'agirait de leur donner des droits équivalents. Donc on le sait, la France va être la première à jouer cette idée de manière concrète. 1791, la toute dernière loi de l'Assemblée constituante, égalité citoyenne pour les Juifs. Bon, alors après il y a eu quelques petits coups de canif dans le contrat, mais voilà, c'était un acte effectivement très fort. Et là, pour le judaïsme, s'est posé une question inouïe, qui ne s'était jamais posée, qui a été en même temps une chance, mais extrêmement problématique. Le judaïsme dans le ghetto, c'était inique politiquement, absolument injuste, etc. Mais ça avait le mérite, on va dire, de la cohérence. Dans une petite rue à 300 familles, où le four à pain est là pour les matzot, le boucher cachère à 2 mètres, la synagogue à 3 mètres, etc. Le judaïsme est totalement paramétré par un judaïsme par définition orthodoxe, orthopraxe, et il n'y a pas de comparatif possible. À partir du moment où les ghettos tombent et où les juifs peuvent avoir des trajectoires individuelles, se poser des questions, se pose la question de, mais alors, en quoi je veux rester juif, en quoi je peux rester juif. Si je veux être à la fois juif et citoyen, il y a des cas à faire. Si je suis fonctionnaire et que je dois travailler le samedi, qu'est-ce qui est le plus important, être un bon citoyen ou respecter le Shabbat? Ce genre de questions n'était jamais arrivé dans le ghetto. D'où effectivement beaucoup de questionnements et un certain nombre de stratégies différentes que là je
je simplifie en disant ça, bien entendu. Alors, il y a beaucoup de juifs d'abord qui ont souhaité quitter le judaïsme. C'était la fameuse phrase de Heinrich Heine disant être juif n'est pas une religion, c'est une malédiction. Et voilà, acheter son ticket d'entrée dans la société européenne, comme il disait. Donc voilà, on sait que ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, que même à l'article de sa mort, il s'est redéfini comme juif. Mais la sortie, la fuite a été une sorte de voie possible. Et puis, d'un point de vue religieux, deux grandes positions. Ce qui est devenu l'orthodoxie, alors c'est un peu anachronique parce que ça ne s'est pas fait de manière aussi nette, mais ce qui est devenu par la suite l'orthodoxie a considéré que la citoyenneté était évidemment une chance, mais que ça pouvait dissoudre, ça pouvait être un peu dissolvant du judaïsme, et que pour le maintenir un judaïsme fort, il fallait rester groupé en quelque sorte et se regrouper, non pas reconstruire un ghetto, mais en tout cas avoir une forme peut-être de séparatisme social, en tout cas voilà, pour maintenir un judaïsme dans des milieux plus clos. Et puis le judaïsme libéral a opté pour une stratégie différente en disant nous, on veut être les deux, enfin, comme les orthodoxes d'ailleurs, on veut être à la fois citoyen et on veut rester juif au sens de la tradition. Maintenant, il faut admettre que si on met les deux sur la table, là, en 1800, 1810, 1820, tel qu'on est, il y a des choses qui ne peuvent pas coller. Il faut faire des choix, ou en tout cas, il faut accepter de faire évoluer le judaïsme pour le mettre un peu en harmonie avec des sociétés nouvelles. En 1800, on n'est pas comme au temps de la Bible. Ça a été le premier point. Alors, la première génération des libéraux n'étaient pas des grands érudits. C'était juste des gens qui voulaient ce que je viens de dire, à savoir, ils voulaient changer les choses pour avoir une vie en consonance avec l'époque. Après est venu le temps un peu des chachamim, des sages, des rabbins, qui ont pu prouver que non seulement c'était intéressant de faire évoluer le judaïsme, mais qu'en plus c'était parfaitement licite, possible et ancré dans les textes. Le grand rabbin qui a su comprendre ça, le définir, le démontrer, c'est Abraham Geiger, qui a montré qu'en fait le judaïsme n'avait jamais cessé d'évoluer, que le judaïsme des rabbins du Talmud était un judaïsme progressif en quelque sorte, et que c'est seulement à la faveur justement de ce temps figé du ghetto pendant des siècles qu'on avait eu l'idée que le judaïsme était de tout temps éternel, qu'il était sorti tombé tout cuit du Sinaï, et qu'on ne pouvait pas le faire évoluer. En fait, lui a réussi à démontrer qu'entre la Mishnah et la Gemara, qui sont les deux grandes couches différentes du Talmud, c'est des agendas intellectuels différents, c'est des réinterprétations absolument révolutionnaires. Et donc, rétrospectivement, si en 1800, on estimait que le judaïsme pouvait évoluer pour vivre en tant que juif de manière harmonieuse dans une société nouvelle. En plus, c'était complètement licite et légitime de le faire, parce que c'est ce que le judaïsme avait toujours fait, qu'il avait simplement cessé de faire pendant quelques siècles, mais dû à des conditions extérieures à lui-même. Donc ça a été la grande démonstration de Abraham Geiger, et de fait l'affirmation d'un judaïsme en prise avec les sociétés. Alors pas suiviste, il ne s'agit pas de suivre la moindre innovation sociale dès qu'elle se présente, etc., de la justifier bien sûr au nom des textes, mais en tout cas l'idée que oui, la halakha peut évoluer et que c'est même nécessaire pour qu'un juif puisse vivre l'alliance, cette grande notion de l'alliance à travers les siècles, de manière pertinente pour chaque génération, parce que chaque génération change et l'écosystème de chaque génération change. Et ça a donné ce judaïsme français très particulier quand même, parce que très intégré dans la République, très intégré dans la vie de la cité, pas communautaire comme dans d'autres pays, oui. Et pourtant complètement authentique. Il y a une espèce de symbiose qui au cours des décennies, s'est mise en place. Il y a eu une symbiose du judaïsme français qu'on appelait l'israélite français, qui est un phénomène très lié à ce qu'on vient de dire, effectivement, du judaïsme, mais qui est aussi très français. Par exemple, le judaïsme libéral en Allemagne a été beaucoup plus... parce qu'à la limite, cet israélitisme français, il était très social. Enfin, le 19e siècle a vu la réintégration des Juifs dans toutes les sphères dont ils avaient été exclus, la politique, l'économie, l'industrie, etc. Et donc ça, c'était extrêmement positif. Sur le plan religieux, parfois, c'était un petit peu affadi. On a de nombreux textes où les rabbins déplorent la désertification des synagogues, etc. Bon, il y a certes quelques grands intellectuels, mais c'est plutôt une assimilation sociale, très 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 forte.
En Allemagne, par exemple, alors peut-être parce que les Juifs allemands n'avaient pas encore eu leur citoyenneté, c'est beaucoup plus intellectuel, c'est beaucoup plus passionné, c'est beaucoup plus dans le débat intellectuel, philosophique, etc. Plus vigoureux, on pourrait dire, du point de vue juif, y compris, enfin du point de vue religieux, mais y compris libéral. Il y a plus de contenu. Là où en France, peut-être qu'on se satisfaisait de cette égalité, et du coup, il y avait moins de vigueur, peut-être religieuse aussi. Donc, c'est lié, mais je dirais que la situation des Israélites français est aussi peut-être aussi très propre à la France. Enfin, c'est une autre. Alors justement, Yann Boissière, donc je rappelle votre livre, Heureux comme un juif en France, chez Talendier. Je vais être un peu provoque, mais voilà. Vous dites dans ce livre, il est difficile de vivre comme juif en France. Et moi, tout de suite, je me suis dit, si je vois... moi, lorsque mon arrière-grand-mère s'est mariée en 1898, elle a reçu des pierres. C'était la plaine d'affaires Dreyfus, etc. Vivre en France comme juif dans les années 30 et a fortiori dans les années 40, c'était extrêmement compliqué. En quoi est-ce que c'est difficile de vivre comme juif en France aujourd'hui? Oui, alors je sais pas, enfin la phrase est juste, que vous citez, je sais plus exactement où je la cite, mais là, elle est un petit peu, contexte, parce que évidemment, je ne peux que souscrire à ce que vous dites. Il y a eu des périodes où c'était objectivement, enfin non seulement difficile, mais pratiquement impossible. Aujourd'hui, la France, je pense, est l'un des meilleurs pays pour les Juifs où vivre, parce que déjà, enfin quand vous mentionnez deux périodes en particulier, la période des années 30, je pense qu'aujourd'hui on a un état du droit et l'État défend, enfin je veux dire, est irréprochable du point de vue de l'antisémitisme, du point de vue des lois, etc. Donc ça c'est une grosse différence avec les années 30 où il y avait pratiquement un antisémitisme d'État. Ça c'est souvent on fait cette comparaison effectivement dans les moments un peu difficiles de vagues un peu d'antisémitisme avec les années 30. Je pense que c'est effectivement totalement faux, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Il y a une grosse différence entre l'antisémitisme d'État de l'époque et l'État un peu irréprochable des autorités publiques, tout gouvernement confondu. Bon, il y a pu avoir des hauts et des bas, mais je dirais que depuis 20 ans, voilà. Alors, ce qui supprime pas l'antisémitisme dans la société. Évidemment, l'État c'est une chose, l'État du droit c'est une chose. Non, vraiment, je suis d'accord avec vous par rapport à des périodes passées. Je pense que la France ce que vous dites, et de façon très, très, très claire dans votre livre, c'est que l'antisémitisme a changé. Il a énormément changé, puisque l'antisémitisme qui était, je dirais, en vigueur dans les années 30, c'était un antisémitisme, disons, politique ou politico-religieux, issu de la chrétienté, issu de la droite française, etc. L'antisémitisme actuel, depuis notamment le début des années 2000, est un antisémitisme importé d'origine musulmane. Oui. Et c'est ça qui rend les choses totalement différentes. Je pense qu'effectivement, et je pense que c'est même encore plus compliqué que ça, parce que il y a l'antisémitisme des sources différentes. Donc il y a eu la source anti-judaïque, donc vraiment très religieuse, etc. Et puis après, il y a eu la source un peu raciale, c'est-à-dire voilà, l'antisémitisme racial de la fin du 19e siècle, qui a donné toute son ampleur, évidemment, sous le Reich avec les nazis, qui a eu la conséquence que l'on sait. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a l'antisémitisme d'extrême droite a un petit peu décru, et c'est un antisémitisme importé, effectivement, à travers l'immigration arabo-musulmane, parce qu'il y a dans la culture islamique un fond d'antisémitisme, d'antijudaïsme, de différenciation, voire d'humiliation, la dimitude, enfin tout un certain nombre de statuts. Voilà. Ça, c'est une chose qui est déjà suffisamment importante, mais il y en a une autre, et alors là, je dirais que c'est cette espèce d'hydre qui ressurgit et on ne sait pas comment. Aujourd'hui, il y a un antisémitisme, je dirais, qui est lié, qui est même plus un antisémitisme sourcé idéologiquement. Parce qu'à la limite, l'antijudaïsme, voilà, il y a des théories derrière. La théorie raciale aussi, c'est n'importe quoi, etc. Mais enfin, c'est justifié sur des idées de bric et broc et qui tiennent pas 2 secondes. Mais enfin, il y a un sourcing, je dirais, idéologique. Pareil pour l'islam ou l'islamisme qui lui théorise les choses. Mais cet antisémitisme un peu champignonesque en surface. Je me souviens, j'avais été frappé il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, de fait, il y avait eu cette vague un petit peu les croix gammées sur le visage, enfin sur la boîte aux lettres
de Simone Veil, etc. Et il y avait cet homme, 40-50 ans, habitant la banlieue, etc., qui les week-ends, un honnête petit retraité, sans histoire, etc., prenait son petit sac à dos et allait, il avait été, on l'avait démasqué, il traçait des signes antisémites un peu partout, sur les boîtes aux lettres, plus de 5 ans. Enfin, il faisait son petit week-end. Il y a aucune source précise, c'est pas quelqu'un qui avait une théorie très articulée, là. Et voilà, c'est une espèce d'antisémitisme d'atmosphère en quelque sorte, voilà, par l'invective, par la parole, sale juif, ah oui, fais pas ton juif, toutes ces expressions qui veulent rien dire, sur lesquelles les personnes elles-mêmes seraient incapables de mettre un contenu derrière, mais voilà, qui se reproduit de manière champignonesque, et qui multiplie des signes. Et ça, on est extrêmement démobilisé parce qu'on ne sait pas comment le traiter. C'est lié aux réseaux sociaux, c'est lié au déversement de la parole libre et complètement décervelée. Donc il y a cet antisémitisme aussi décervelé. Enfin, déjà, le cervelé, c'était déjà suffisamment... il y avait suffisamment de quoi faire. Mais là, il y a cette espèce de truc où on ne sait plus quoi dire, quoi. Et pourtant, il se manifeste comme un symptôme. Mais un symptôme de quoi, on ne sait pas trop, quoi. Vous faites une analyse très, très, très fine et à mon avis très juste sur l'antisémitisme et les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux, c'est la bataille. Vous avez une expression, vous dites que c'est c'est la bataille de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention d'un maximum. Donc il y a une espèce de surenchère dans le spectaculaire. Et quand on fait un tweet antisémite ou quand on fait un post antisémite, on est sûr de son succès. C'est-à-dire que c'est un sujet tellement sensible que vous êtes sûr que vous allez avoir immédiatement beaucoup de... Donc c'est le bon truc. Alors que si vous allez parler de quelque chose d'un peu plus différent, vous allez faire 20 vues. Voilà. Je pense en effet qu'on en est là et c'est extrêmement déstabilisant parce qu'on est dans une bataille de l'attention généralisée. Les annonceurs sont à la recherche de l'attention. On sait qu'aujourd'hui on vend un espace, qu'un clip c'est 3-4 secondes si c'est de la vidéo, c'est 1 seconde si c'est de l'écrit. On est à la recherche du cerveau, du temps de cerveau disponible dont parlait Monsieur Lelay à l'époque, mais on est devenu dans une économie généralisée de ça depuis. Et de fait, l'antisémitisme, c'est aussi un petit peu décervelé sur le plan idéologique pour se calquer sur cette économie de l'attention. Il suffit de parler des Juifs de travers, de manière juste, peu importe, il suffit d'en parler pour effectivement générer de l'attention et de l'attention. Et c'est extrêmement difficile de faire face à ça parce qu'on n'a pas des idéologues identifiés, patentés, éventuellement des idées qu'on peut démonter. Ce que vous sous-entendez, c'est que les personnes qui sont susceptibles de faire des tweets ou des posts antisémites, finalement, ne le sont peut-être même pas. C'est-à-dire que certainement, ils disent c'est le bon truc, parce que quand on parle de ça, c'est sûr que ça va marcher. Donc, quand on a envie de faire parler, on sort quelque chose d'antisémite. Absolument, il y a tout un tas de degrés intermédiaires entre la pensée réelle, voire la pensée antisémite, qui est souvent idéologiquement pas très construite et souvent faite de briques et de broc, mais voilà, qui peut être créditée en tout cas de théories farfelues, et effectivement des gens qui... peut-être sans trop y penser. Enfin, je me souviens... C'est ça ma question. Ma deuxième question provoque un petit peu celle-là, puisque cet antisémitisme est souvent un antisémitisme d'humeur, d'atmosphère, qui ne repose pas sur une véritable idéologie. Est-ce qu'on a raison de rebondir là-dessus et de se scandaliser plutôt que de laisser passer? Parce que si on ne relevait pas les tweets antisémites, au bout d'un certain temps, les gens arrêteraient d'en faire. C'est une très bonne question. Je pense que malheureusement, personne n'a la réponse parce que c'est la bonne question. Que faire, que faire face à ça? Alors, je pense qu'il y a des dispositions globales. On n'y est pas encore, mais on devra en passer par là. Je pense que les réseaux sociaux sont devenus à un tel point qu'ils sont un danger aujourd'hui pour la démocratie. Je ne veux pas dire en soi que les réseaux sociaux sont mauvais. Ils apportent plein de choses possibles. Mais je pense que sans une régulation... les sites ne sont pas responsabilisés par rapport au contenu qu'ils mettent en ligne. Et puis, la possibilité de l'anonymat est effectivement la possibilité d'un café du commerce planétaire, absolument sans aucune responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au stade, beaucoup de gens commencent à le dire, où les réseaux sociaux non régulés posent un problème à la démocratie. Ça, je dirais, c'est pour les grandes structures. Ça mettra du temps, c'est pas évident. On sait que les négociations essayent de prendre
confondre langue avec les grands pourvoyeurs d'accès, etc. Et que voilà, c'est pas des choses qui se règlent en 2 secondes. Et puis après, de manière ponctuelle, c'est vrai que se pose toujours la question de comment réagir. Je pense que la meilleure façon, sauf quand on est peut-être attaqué soit directement, c'est souvent de ne pas répondre. Enfin, les spécialistes en communication le savent. Plus on nourrit un contenu de haine, plus on l'épaissit. Alors ça pose un problème moral, parce que je peux quand même pas me laisser dire ça, je peux pas laisser dire ça. Mais c'est tellement vicieux et la communication propre aux réseaux sociaux est tellement spécifique. Il y a quand même des bons professionnels de ça, des conseillers de crise même qui savent pertinemment qu'il faut pas nourrir un contenu de haine parce qu'on ne fait que l'épaissir. À un tout autre niveau, enfin vraiment les havdil, comme on dit en tradition, distinguons les choses. Mais là, il se trouve que je viens d'organiser un voyage à travers l'association Les Voix de la Paix en Israël et territoires palestiniens. Bon, c'est le sujet qui, a priori, focalise quelques tensions, etc. Il se trouve que je me fais attaquer par des gens qui trouvent qu'effectivement, je dégrade, je salis l'image d'Israël, etc. Ce qui est vraiment la dernière de mes intentions. Enfin, bref, qui développent leur contenu et qui sont immédiatement dans une polémique, une attaque ad hominem, qui me font des procès d'intention, sans même connaître ce que j'ai pu écrire ou dire avant. Enfin, on est effectivement dans la culture de l'immédiat. Et c'est la même question. Qu'est-ce que je fais ? Je réponds, mais si je réponds, je nourris. Donc c'est extrêmement difficile. Sur un plan général de démocratie, de politique, oui, les réseaux sociaux, enfin, il faut agir dessus et les encadrer, c'est certain, et responsabiliser. Sur un plan personnel, souvent rapporté à une polémique précise, je pense que la stratégie de l'évitement est effectivement peut-être la meilleure. Ouais, c'est une question. C'est une question très délicate. Très délicate. On peut répondre comme l'humour, comme Mendès France. Quand quelqu'un à l'Assemblée nationale lui avait crié dehors le circoncis, il avait répondu votre femme est trop bavarde. Voilà. Oui, évidemment, ça coupe court à toute polémique. Bon. C'est clair. Mais le problème de l'humour, c'est qu'il faut faire de l'humour avec des gens qui sont capables de le comprendre. Et celui qui le reçoit pas n'y trouve qu'un motif de haine supplémentaire. Ouais. Alors, il y a un deuxième aspect très intéressant de votre livre qui n'en manque pas. On a parlé de la tension entre le judaïsme libéral et le judaïsme orthodoxe. Et vous élaborez une réflexion sur cette tension entre Israël et la diaspora, entre Sion et la répartition des Juifs dans le monde. Et cette tension, finalement, a toujours, d'une certaine façon, existé. C'est-à-dire que vous parlez d'une ellipse bipolaire, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui. Pas dans le sens bipolaire, enfin dans le sens où... Une ellipse à deux foyers, en tout cas. Foyers, voilà. Avec Israël et la diaspora. Et ça, c'est un élément très particulier quand même du judaïsme, cette tension, cette bipolarité entre Jérusalem et Israël. Oui, je pense que c'est un trait d'ailleurs de la culture juive en général que de savoir voir en une chose deux choses. Je dirais que c'est une espèce de trait général. Enfin, pour prendre l'exemple religieux le plus fameux, c'est au lieu de ne voir qu'une Torah écrite, c'est d'inventer cette notion d'une Torah orale. Et cette dichotomie Torah écrite, Torah orale donne tout le génie propre au judaïsme. Sur le plan politique que vous suggérez, effectivement, dans l'histoire juive, il y a toujours eu très tôt deux pôles. En fait, le judaïsme en tant que vraiment religion, mouvement spirituel propre, est né en diaspora. Il est né avec le premier exil à Babylone. C'est dans la nostalgie de Sion que les Juifs commencent à se regrouper dans ce qu'on appelle des Beth Knesset, enfin dans des endroits de ce qui sera l'ancêtre de la synagogue. On pleure Sion. Les premières prières, on le sait, commencent à se formaliser et à se rédiger ici. Enfin, les embryons de ce qui sera la prière pleinement formalisé par le mouvement rabbinique seulement quelques siècles plus tard, mais c'est là que naît le judaïsme, parce qu'il est déraciné d'ailleurs de sa terre, parce que juif au début, Yehudi en hébreu, c'est habitant de Juda. En fait, c'est judéen. C'est pas encore juif au sens du judaïsme. C'est vraiment les historiens actuellement qui font beaucoup de recherches là-dessus pensent que c'est seulement au 1er siècle de notre ère qu'on peut parler de juif en tant qu'adhérent du judaïsme. Mais avant, la notion ethnique et politique de habitant
fondements de la Judée, certes constituée par une culture particulière qui la distingue des autres peuples, mais c'est encore un peu imprécis. C'est vraiment à partir du moment où les Judéens sont déracinés à Babylone, où naît une nostalgie de Sion, le désir de reconstruire un temple, de réformer d'ailleurs le judaïsme, de commencer à rédiger des prières. Et donc c'est là, le judaïsme est né en diaspora en réalité. Et puis assez vite, alors même que les Juifs, on le sait, vont revenir et reconstruire un temple, la diaspora alexandrine, enfin, qui était le judaïsme alexandrin, qui a été absolument flamboyant, et puis après, a fortiori, voilà, toute la diaspora autour de la Méditerranée, et puis l'histoire juive telle qu'on la connaît. Donc c'est consubstantiel au judaïsme, cette différence, ce double foyer. Après, il y a un phénomène intéressant. Si on revient à l'histoire du 19e siècle, tout à l'heure, on parlait de la différence qu'il y a pu y avoir entre le mouvement libéral et le mouvement orthodoxe, qui sont finalement deux modes de réaction à la modernité. Si on reprend le paradigme que j'ai bien voulu poser, à savoir que la modernité a posé un problème inouï au judaïsme, en forçant à se demander c'est quoi mon allégeance au judaïsme et comment je fais pour être à la fois dans la modernité et à la fois les deux pieds dans la tradition juive, avec des équilibres différents, les orthodoxes voilà, et le libéralisme. Finalement, le sionisme a représenté aussi une troisième voie complètement différente de réponse à la modernité, enfin plus exactement du point de vue de l'antisémitisme. C'est la vision de Herzl en disant voilà, on vit dans des sociétés libérales qui ont accordé en gros l'égalité citoyenne aux Juifs. D'un point de vue du droit, ça fonctionne bien, mais dans les sociétés, ça fonctionne pas. L'antisémitisme n'est pas seulement résiduel, il est structurel dans les sociétés européennes. Enfin, ça a été son analyse de l'affaire Dreyfus en 1897, quand il assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus, qui rend la foule scandait mort aux Juifs. Il se dit voilà, enfin, jamais ça changera. Enfin, alors même que le deal de la modernité, c'est de prétendre que tout le monde est égaux, etc., et de les respecter. En fait, dans la société, ça fonctionne pas. Donc, il faut offrir une solution nationale au peuple juif, à un pays, etc. Et quelque part, c'est une manière de travailler une réponse à la modernité complètement différente. Là où orthodoxie et libéralisme finalement se rejoignent parce qu'eux apportent une question religieuse, enfin quand bien même aux deux antipodes, mais c'est une réponse de type religieux. On veut rester citoyen et en même temps être juif au sens religieux et en termes de peuple. Le sionisme dit le religieux, on s'en moque un peu. Enfin, c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de recréer une civilisation juive à partir du peuple. Et c'est ça le sionisme. Donc, effectivement, d'entrée de jeu, je dirais, dans la conception même des choses, il y a un type de réponse très différente entre sionisme, qui va donner lieu à la création de l'Israël, et le religieux et les mouvements. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui est un peu... je pensais à ça en vous lisant, qui est un petit peu dans l'essence du judaïsme, c'est-à-dire le fait de vivre avec des sensibilités différentes, parfois des discussions contradictoires, et ça peut mener évidemment à des discussions infinies, parce que personne n'a vraiment raison, mais le fait d'accepter que les choses ne soient pas figées et que plusieurs points de vue puissent coexister. Tout à fait. Je dirais que c'est un peu... Il y a une sorte de schizophrénie salutaire. Enfin, ça remonte au personnage enfin, je ne sais pas si ça remonte, mais en tout cas, un bon personnage de la Bible qui exprime ça, c'est Jacob. Jacob qui, il a extorqué la bénédiction de son frère Ésaü, il a disparu pendant 20 ans, il a travaillé sur son frère Laban, il a accumulé des femmes, des richesses, et il revient, et voilà, il va être confronté à nouveau à son frère Ésaü. Et la fameuse nuit qui précède la rencontre, la nuit d'ailleurs où il lutte avec l'ange et qui lui change son nom de Jacob en Israël, il fait deux camps, Mahanaïm, deux camps. Voilà, pour pas mettre ses œufs dans le même panier, imaginer des scénarios. C'est un peu ça. Enfin, je veux dire, le génie, j'ai envie de dire, du judaïsme et de l'histoire juive, c'est de jamais mettre ses œufs dans le même panier, de penser quelque chose, mais en même temps de penser que c'est mitzat sheni, comme on dit dans le... Mais d'un autre côté, c'est peut-être ça qui pourrait être vrai. De toujours garder, se contredire soi-même, se prendre un peu au contre-pied. Enfin, en tout cas,
pas entretenir l'idée, ne jamais être dans le fantasme de ah, c'est ça, point. Le Olam Hazé, le monde du ceci, ça c'est. Il faut toujours voir le Olam Haba, le monde qui vient, le monde possible dans ce qui est. Donc oui, le scénario contradictoire, l'art de penser contre soi-même, d'imaginer Même que si c'est autre chose, inconfortable. même si c'est inconfortable, c'est quand même ce qui apporte de la dynamique et qui maintient dans la vie. Ouais. Et ça, je pense que le judaïsme a une intuition profonde de ça, en termes individuels, dans sa pensée religieuse, dans sa pensée politique aussi, toujours d'être sur des niveaux différents, quoi, de jamais se poser, parce que si on se pose, ça peut être confortable quelques instants, mais ça peut être très dangereux aussi. Alors, Yann Boissière, vous réfléchissez évidemment énormément avec d'autres du mouvement libéral sur le judaïsme aujourd'hui. On ne peut pas ne pas se poser des questions sur le futur du judaïsme. Notamment, le judaïsme est confronté à la question de l'assimilation, à la question de la descendance, c'est-à-dire que on voit bien qu'on arrive peut-être à la fin d'un judaïsme ethnique où les deux parents transmettent le judaïsme, que vous avez toute une culture maintenant de gens qui ont un père juif, un grand-père juif, une grand-mère juive, etc., qui se sentent. Donc, on est face à quelque chose qui me paraît être un grand changement. Est-ce que c'est une disparition, je dirais, ethnique du judaïsme, ou est-ce que c'est autre chose, selon vous? C'est une grande question. Là aussi, il y a des choses contradictoires. Il y a eu aux États-Unis une grande étude qui s'appelle le Pew Survey. Pew, c'est P-E-W. C'est un institut de sondage très connu qui fait beaucoup de sondages sur la judaïcité américaine, qui voyait effectivement un taux de transmission du judaïsme de plus en plus faible et qui projetait qu'en 3-4 générations, il pouvait ne plus y avoir de juifs aux États-Unis, en tout cas. Bon, alors c'est vrai que ce sont des études qui font froid dans le dos. La réalité est toujours plus complexe. Moi, ce que j'observe, alors c'est le petit bout de la lorgnette, hein, je prétends pas à une validité générale dans ce que je vais dire, mais ce que j'observe, c'est que en tant que rabbin, donc libéral, qui reçoit des familles, une certaine souplesse, une certaine ouverture est garante d'une bonne transmission. Contrairement à une idée qui est souvent défendue par les milieux plus orthodoxes, c'est une idée qui se tient d'ailleurs en disant il faut maintenir une sorte de rigueur dans la transmission, parce que sinon, voilà, le judaïsme se dilue. Ce qu'on observe, la nature humaine étant ce qu'elle est, et les juifs n'échappant pas à la nature humaine, moi je vois des familles, par exemple, élevées dans un judaïsme traditionnel, voire parfois très, très rigoureux, avec 5 ou 6 frères, enfin 5 ou 6 enfants, la plupart d'entre eux ayant été peut-être dégoûtés par une pratique justement trop autoritaire, dont un vit dans une orthodoxie qui pense maintenir l'héritage familial, sauf qu'il y a 4 ou 5 branches à côté qui sont soit complètement éloignées. Et donc la rigueur ou le maintien de quelque chose de trop rigoureux n'est pas nécessairement gage de bonne transmission. Ce que j'observe, c'est effectivement il y a beaucoup de couples mixtes aujourd'hui, de personnes juives qui vivent avec une personne non juive. Mais ce qu'on observe, alors dans les milieux libéraux, on l'observe quand même assez souvent. Souvent, la partie non juive est la plus active. Par exemple, typiquement, un père juif, une mère non juive, qui amène son enfant au Talmud Torah le dimanche matin, pendant 3 ans de suite, sans nécessairement se convertir elle-même, etc. Mais et là, il y a une participation active à la transmission. Alors, j'ai malheureusement pas de boule de cristal pour savoir effectivement sur une statistique globale ce que ça va donner, mais une certaine ouverture, en tout cas, est quelque chose d'intéressant en termes de transmission. Et à mon avis, bien mieux garante de la transmission entre les générations que quelque chose de plus rigoriste qui ne convainc que les gens qui sont déjà convaincus. C'est ça aussi. Mais est-ce que c'est pas l'occasion d'inventer un judaïsme différent, puis un judaïsme de la transmission et de la je dirais, un judaïsme du sang, un judaïsme ethnique, mais un judaïsme de la conscience. Et vous en êtes un exemple alors, vivant. C'est vrai que j'en suis quelque part un bon exemple, mais je pense pas, par contre, je pense qu'il y a
qu'il y a une sagesse dans la filiation quand même. Alors la filiation, il ne faut pas la maintenir trop fermée, c'est ça, parce que c'est ça aussi le génie du judaïsme. Évidemment, le judaïsme est avant tout une transmission de filiation, mais aussi de conversion. Là, on retrouve le mitzat sheni, c'est-à-dire évidemment né d'une mère juive. Alors le judaïsme libéral dit né d'un père juif dans certaines conditions, etc. Donc là, on est dans la filiation, mais aussi évidemment par conversion. Donc il faut pouvoir rester ouvert à des apports complètement extérieurs. J'en suis le meilleur exemple. Par contre, je pense qu'il y a une sagesse aussi, quand même, à garder la filiation. Toujours cette tension entre deux pôles, quoi. Oui, c'est le Toldot, la génération qui veut dire aussi histoire, parce que l'histoire est avant tout celle des générations, d'une transmission. C'est intéressant, d'ailleurs, c'est une transmission qui est difficile, qui se fait pas forcément, elle se fait peut-être à contrario, mais ce fil directeur de la filiation, je pense, à une époque, alors du coup, où la modernité mise volontiers tout sur on fait ce qu'on veut, sur les identités multiples, et je pense qu'il y a une sagesse aussi là-dedans. C'est bien d'ouvrir les identités et d'avoir des visions d'identité assez souples, assez perméables à beaucoup de choses. Mais je pense que ça supprime pas la nécessité de la filiation. Ça donne quand même une... Donc, moi, je dirais filiation plus ouverture. Yann Boissière, à quoi ça sert un rabbin dans le monde actuel? C'est une bonne question, ça. On dit rabbin, c'est pas un métier pour un juif, mais c'est aussi pour ça, sans doute, que ça tient sur un malentendu, comme dirait l'autre. Le mot rabbin veut dire enseignant. Rav, donc qui veut dire beaucoup, ça indique le débordement. Le rabbin est censé avoir étudié 2-3 choses et surtout censé le partager et surtout. Moi, je trouve que je sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, c'est une occupation, une passion et une mission, l'une des plus nobles, parce que on est des généralistes, on est des enseignants fondamentalement. On a besoin d'enseignants dans notre monde, on a besoin de non spécialistes, j'ai envie de dire. Le rabbin, modestement, au nom de son savoir, qui reste modeste, tend à beaucoup de gens pressés une sorte de miroir en disant n'oublie pas que c'est en regard de ces textes, en regard de cette tradition que les choses peuvent devenir intéressantes. Donc de temps en temps on tend un miroir, la personne regarde quelque temps dans ce miroir, pas complètement focalisé là-dessus, mais ce qu'on fait, on rappelle. On se fait les transmetteurs d'une vérité qui nous dépasse, de textes intéressants, d'un seul coup, qui nous font comprendre que les choses ont du sens. Je le vois à plein d'endroits. Par exemple, prenons un cas concret, les mariages. Donc, je marie des couples, etc. Donc, le mariage juif, tout le monde le connaît. On a vu les films. Les personnes élevées dans la tradition ont vu leur propre famille, etc. Donc, c'est un objet qui est immédiatement sympathique. On sait ce que ça veut dire un mariage juif, la choupa. On sait que ça veut dire les amis, on sait que ça veut dire la famille, etc. Mais quand on s'assoit 2 minutes, c'est ce qu'on fait avec les couples pour préparer au mariage, et j'imagine c'est ce que beaucoup de rabbins font, on parle de la halakha. Sur quoi c'est basé dans la halakha, le mariage? Sur quelles idées fondamentales? Là, on découvre une profondeur. Enfin, les gens souvent l'ignorent et sont absolument passionnés par ce qu'on leur explique là. Donc ça, c'est très gratifiant parce que on se fait le serviteur d'un service quelque part. Faire des mariages, c'est quelque chose qui a toujours existé et qu'on fera toujours avec plaisir. Mais quand en plus on peut se permettre d'apporter une couche de profondeur supplémentaire qui ravit les gens, et de savoir que non seulement ils l'auraient fait s'ils ne l'avaient pas eu, mais en plus ça les ancre dans quelque chose qui va au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Ça c'est très satisfaisant, c'est très gratifiant, et c'est un métier d'échange et de partage et de sens. Et là encore, on voit dans votre définition que c'est quelque chose qui n'est pas figé. La figure du rabbin n'est absolument pas figée comme dans d'autres religions. Oui, alors c'est... La figure du prêtre, elle. Je pense que on peut dessiner un prêtre. Je pense que le rabbin n'est absolument pas un prêtre. Je dirais c'est le contraire d'un prêtre. Le mot contraire serait peut-être excessif, mais non. Le prêtre, d'ailleurs, on voit ça dans la Bible. C'est la différence entre le prophète et le prêtre. Voilà, les fils d'Aaron, qui ont vraiment un rôle cultuel. Ils sont assignés à un lieu, ils représentent quelque chose. Ils sont les garants du culte. Et le prophète
enfin, très très modestement, le rabbin serait plutôt un descendant du prophète que du prêtre. C'est la Torah, c'est l'interprétation, c'est sans cesse se poser la question, voilà, cette vérité qui nous vient d'ailleurs, qui nous est donnée par Dieu, par une révélation, par un texte, quels que soient les mots exacts qu'on mette dessus. Comment le rendre pertinent pour aujourd'hui? Comment le décoder? Comment le dégoupiller pour aujourd'hui et faire en sorte qu'il soit toujours valable? Parce que bien sûr, il l'est, mais il faut trouver le langage de traduction. Donc le rabbin est beaucoup plus dans l'interprétation et le désir de partager le sens actuel que dans un rôle effectivement statutaire, purement rituel, bien sûr. Alors Yann Boissière, vous préparez un nouveau livre, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, c'est un nouveau livre qui paraîtra le 7 septembre, j'allais dire dans toutes les bonnes pharmacies, en tout cas dans les librairies, qui s'appelle « Courage, croyons, pour en finir avec les clichés anti-religieux ». Alors là, c'est un livre qui dépasse le strict judaïsme, même s'il est très très nourri évidemment de mes propres références juives. Il pourrait pas en être autrement, mais c'est un livre qui se veut sur qu'est-ce que veut dire croire aujourd'hui. Croire à quoi? Croire à un dogme, justement, croire à une idée. Et quand on dit qu'on croit, à quoi on croit exactement? Est-ce que la croyance est une adhésion à une idée auquel on se tient, ou est-ce que c'est beaucoup plus souple que ça? Donc ça, c'est tout un biais de réflexion. Et le deuxième réflexion, c'est de réfléchir par rapport à cette culture laïque en France. Moi, je suis un fervent descendeur de la laïcité en tant que norme, en tant que système, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine culture laïque, voire laïcarde ou laïciste, je ne sais pas comment l'appeler, volonté anti-religieuse qui, elle, repose sur des clichés, à mon avis négatifs, parce que ça nous prive justement d'une conversation très intéressante entre celui qui croit et celui qui ne croit pas, quelle que soit la chose à laquelle il croit. Et donc voilà, c'est un peu une analyse qui cherche à démonter les clichés anti-religieux. Bien, Yann Boissière, donc, vous viendrez nous en parler dans quelques mois, j'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup. En attendant, vous pouvez lire votre livre actuel, Heureux comme un juif en France, aux éditions Talendier. Yann Boissière, merci d'être venu à Pilpoul. Merci pour cette belle conversation. C'était Pilpoul, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.